Salam alaikum, c'est Viviane Chouaikani. Je viens de vous expliquer le chapitre 10, aldéhyde et cétone, partie 2. En fait, voici les objectifs dans cette leçon. Il faut préciser les caractéristiques et les conditions des réactions suivantes. Il s'agit d'une multitude de réactions qu'on va en parler au fur et à mesure dans la vidéo. Commençons par la première réaction qui est l'hydrogénation catalytique des composés carbonylés et commençons par les aldéhydes. Donc, l'hydrogénation d'un aldéhyde, ça produit un alcool primaire. Comment ça se fait? Il se fait en ajoutant une molécule d'hydrogène à un aldéhyde en présence d'un catalyseur comme le nickel ou bien le platine et en chauffant. Vous n'êtes pas responsable de mémoriser quel type de catalyseur on va utiliser et en fait un alcool primaire est obtenu. Le fait qu'on utilise un catalyseur pour que cette réaction ait lieu, en fait, c'est pour cela qu'on l'appelle hydrogénation catalytique. Voilà la formule générale d'un aldéhyde. Voici l'hydrogène qui caractérise un aldéhyde d'une cétone. Plus hydrogène, ça va donner, comme je viens de dire, un alcool primaire. Voyons, le OH est attaché à un carbone qui est relié à un seul groupe alkyle, donc il s'agit d'un alcool primaire. En fait, cette réaction est l'opposé de la déshydrogénation catalytique d'un alcool primaire. Dans le chapitre 8 ou bien 9, je crois, celui des alcools, on a étudié que les alcools primaires subissent une déshydrogénation pour donner les aldéhydes. Le voilà, c'est l'opposé donc de cette réaction. Prenons un exemple. Le voici, ça c'est un aldéhyde avec le H terminal et le groupe carbonyl là. Il va se transformer en alcool primaire par hydrogénation. Maintenant, la même réaction, l'hydrogénation catalytique des composés carbonylés, mais dans ce cas pour les cétones. L'hydrogénation catalytique d'une cétone produit un alcool secondaire. Donc, une cétone, en y ajoutant ou bien en y additionnant une molécule de H2 en présence d'un catalyseur, comme on a dit, ça va donner un alcool secondaire. Voici la formule générale d'une cétone plus H2, voici l'alcool secondaire obtenu, car regardons, il y a ici deux groupes alkyles reliés à ce carbone. Donc, cette réaction est l'opposé de la déshydrogénation catalytique d'un alcool secondaire ou la déshydrogénation catalytique d'un alcool secondaire donne une cétone et l'hydrogène. Et voilà un exemple. Ça, c'est une cétone. Le voilà, en y ajoutant une molécule de H2, ça va se transformer en un alcool secondaire. Donc, la première réaction est terminée. Passons maintenant à une deuxième réaction. C'est la réaction avec le bisulfite de sodium. En fait, dans quel but on utilise cette réaction? Le bisulfite de sodium, NaHSO3, vous êtes responsable de retenir ça, est utilisé pour détecter la présence du groupe carbonyl dans un composé. Ça est basé sur la propriété qu'une solution de bisulfite de sodium est une solution incolore. Avec le groupe carbonyl, il y en a un cristal blanc qui apparaît et dans ce cas, on dit que le test est positif. En fait, le voilà. Ça, c'est le résultat négatif. Comme vous le voyez, ça, c'est la solution de bisulfite de sodium qui est incolore ici. Et en présence d'un groupe carbonyl, il y en a un précipité blanc ou bien un cristal blanc qui apparaît. Maintenant, les aldéhydes et les cétones à égalité peuvent être détectés en utilisant le bisulfite de sodium. Cependant, ce test ne permet pas de distinguer un aldéhyde d'une cétone. Et voici donc la deuxième réaction terminée dans notre chapitre. Maintenant, la troisième réaction, c'est la réaction avec le 2,4-dinitrophénylhydrazine. Vous n'êtes pas responsable de ce nom. Tout ce que vous avez à retenir, c'est le DNPH. Donc, quoi à propos du DNPH? Le but de ce test, ça veut dire le DNPH, c'est comme le bisulfite de sodium, est de détecter la présence d'un groupe carbonyl dans un composé. Comment ça se fait? En fait, une solution de DNPH est jaune-orange mais clair parce qu'il s'agit d'une solution. Le DNPH réagit avec le groupe carbonyl et dans ce cas, un précipité jaune-orange apparaît et on dit dans ce cas que le résultat est positif. Voyons. Ça, par exemple, c'est une cétone qui va réagir en donnant, voyons, le précipité ou bien le dépôt rouge-orange et ça, c'est le cas d'un aldéhyde. Toujours, il y en a
un précipité, alors que voilà, quand le test est négatif, comme je viens de dire, une solution de 2NPH est jaune-orange, c'est une solution, il n'y a pas un précipité. Donc, de nouveau, les aldéhydes et les cétones à la fois peuvent être détectés en utilisant le test de DNPH, mais ce test ne permet pas de distinguer un aldéhyde d'une cétone. Donc, en conclusion, tous les deux, les aldéhydes comme les cétones, subissent une réaction d'hydrogénation où les aldéhydes produisent des alcools primaires et les cétones produisent des alcools secondaires. Tous les deux, aldéhydes et cétones, donnent des cristaux blancs avec le bisulfite de sodium. Et tous les deux donnent un précipité jaune-orange avec le 2,4-DNPH. Maintenant, comment peut-on distinguer un aldéhyde d'une cétone? En fait, pour faire ça, regardons. Puisque les aldéhydes subissent une oxydation ménagée en présence d'un oxydant fort, alors que les cétones ne le font pas, on peut utiliser cette vérité qui doit nous aider à distinguer ces deux composés carbonylés. Quels sont les oxydants forts dont un aldéhyde peut réagir avec? On cite, et qui doivent nous aider à les identifier, on cite ce qu'on appelle le réactif de tolène, ou bien tolène, solution ammonicale de nitrate d'argent. Il y en a la liqueur de Fehling, il y a le réactif de Schiff, il y a le dichromate de potassium, le permanganate de potassium. Et notons que les aldéhydes et les cétones sont incolores. Pourquoi on dit ça? Parce que tous ces tests, ça réfère à suivre le changement de la couleur qui va avoir lieu pour indiquer ou bien pour identifier la présence d'un aldéhyde ou non. Commençons par le premier test qui est le réactif de Tollens. Je reprends la solution ammonicale de d'argent. Alors, la solution ammoniacale de nitrate d'argent est incolore. En présence d'un aldéhyde, ça donne un dépôt argenté qui ressemble à un miroir. Donc, quand le réactif de tolène est ajouté à un composé carbonylé et quand un dépôt argenté est obtenu, tout de suite on dit qu'il s'agit d'un aldéhyde et non pas d'une cétone. Le voilà. Regardons. Voilà le dépôt miroir. Au début, le voilà, il était clair, incolore. Maintenant, un dépôt miroir argenté est apparu de nouveau, clair, et puis un dépôt miroir argenté est apparu. Dans le cas d'une cétone, ajouter un réactif de tolène, en fait, il n'y a pas de réaction et la solution reste incolore. Maintenant, passons à la liqueur de Fehling. On connaît bien que la liqueur de Fehling a une couleur bleue. Quand la liqueur de Fehling est ajoutée à un aldéhyde et en chauffant, un précipité rouge brique va apparaître. Le voilà. Ça, c'est la couleur de la liqueur de Fehling et ça, c'est le précipité rouge brique qui apparaît si un aldéhyde est présent. Donc, je reprends, quand la liqueur de Fehling est ajoutée à un aldéhyde et après chauffage, un précipité rouge brique va apparaître. Cependant, quand une cétone est ajoutée à la liqueur de Fehling, il n'y a pas de réaction, donc le résultat est négatif et la couleur, ça va rester bleu. Maintenant, ici, il y en a une petite note. Si dans un exercice, il vous demande de décrire la liqueur de Fehling, n'oubliez jamais de dire qu'il faut chauffer pour que le précipité apparaît. Passons maintenant au réactif de Schiff. Observation. Le réactif de Schiff est en réalité incolore. En présence d'un aldéhyde, ça va donner une couleur rose. Voilà, une couleur rose en présence de l'aldéhyde. Maintenant, je reprends, quand le réactif de Schiff est ajouté à un aldéhyde, après refroidissement du mélange, une couleur rose apparaît. Le réactif de Schiff qui est incolore, ça reste incolore dans le cas où il est ajouté à une cétone et on dit dans ce cas que le résultat est négatif alors que le changement de couleur qui a eu lieu nous permet de dire que ça c'est un résultat positif. À noter que le test de Schiff est réalisé en plaçant le tube à essai contenant plutôt le mélange, va être placé dans un bain-marie d'eau glacée. C'est pour cela qu'on a dit ici après refroidissement. Finalement, il y en a les oxydations des aldéhydes en utilisant une solution de dichromate de potassium dans un milieu acide. Vous savez bien que l'ion dichromate, ça va se transformer en présence d'un aldéhyde en l'ion Cr3+. Et vous savez bien qu'un aldéhyde, en présence de cet oxydant, ça va se transformer en un acide carboxylique. Alors, je ne veux pas réexpliquer cette équation, on l'a beaucoup étudiée, je vous
demande tout simplement de faire une pause et de les copier. OK? Ce qui m'intéresse, et voici l'équation bilan, ce qui m'intéresse dans ce cas, ce sont les changements des couleurs. Donc, le dichromate de potassium qui est jaune, en présence d'un aldéhyde, ils vont réagir ensemble et il y en a une coloration verte qui est due à la formation d'ion Cr3+, qui va apparaître. Le voilà. Cependant, donc je le plains, si une solution de dichromate de potassium est ajoutée à un aldéhyde, une couleur verte apparaît. Cependant, le dichromate de potassium de couleur jaune, ça reste jaune avec une cétone et on dit dans ce cas que le résultat est négatif. Le voilà, ça c'est la couleur obtenue dans le cas où on a un aldéhyde et ça dans le cas d'une cétone. Donc la dernière réaction dans notre leçon, c'est l'oxydation des aldéhydes à l'aide de permanganate de potassium KMnO4. De nouveau, le MnO4-, ça va se transformer en Mn2+, en présence d'un aldéhyde, et voici l'équation multipliée par 2. Et un aldéhyde, ça va se transformer en acide carboxylique, aussi l'équation multipliée par 5, et ça, c'est l'équation bilan. De nouveau, je ne veux pas expliquer, c'est une réaction, et avec ces équations qui ont été répétées plusieurs fois, tout simplement copier-les. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont les observations. Un aldéhyde ajouté à une solution de permanganate de potassium de couleur violette, ça donne une couleur incolore qui est due aux ions Mn2+. Donc, si une solution de permanganate de potassium de couleur violette qui est ajoutée à un aldéhyde, la coloration violette disparaît et la solution devient incolore. Cependant, dans le cas d'une cétone ajoutée à une solution de permanganate de potassium violette, la couleur va rester violet. Donc, le voilà. Ça, c'est la couleur obtenue lors de l'ajout d'un aldéhyde et ça, lors de l'ajout d'une cétone. Donc, en conclusion, voici, si on a un composé organique, on fait tout d'abord le test de bisulfite de sodium ou le DNPH. Si ces deux tests sont négatifs ou bien l'un d'eux est négatif, on peut tout de suite dire que le composé n'est pas carbonylé. Donc, il n'y a ni aldéhyde ni cétone. Cependant, si le test est positif, on peut dire que le composé est carbonylé contenant le groupe carbonyle, mais on ne peut pas distinguer s'il s'agit d'un aldéhyde ou bien d'une cétone. Alors, dans ce cas, on a recours à l'un de ces tests. Liqueur de Fehling, réactif de Schiff, dichromate de potassium, réactif de Tollens et permanganate de potassium. Si l'un de ces tests appliqués, ça donne un résultat positif, tout de suite on dit qu'il s'agit d'un aldéhyde. Si le résultat est négatif, on dit tout de suite qu'il s'agit d'une cétone. Finalement, voici une application. Je vous demande de faire une pause et de la lire. Je viens de la lire pour vous. La formule moléculaire d'un composé organique C contient 3 atomes de carbone. Les tests suivants sont réalisés pour identifier C. Le voilà, il y en a 4 consignes. La première, c'est d'interpréter les résultats du tableau, puis d'identifier le composé C, puis d'écrire la formule semi-développée de l'isomère de C, et finalement de décrire un autre test pour identifier l'isomère de C. Donc faire une pause, travailler là sur un papier brouillon et en voici la solution. Ça c'est l'agenda, c'est ce qui est demandé de vous après cette vidéo. Merci et je vous rencontre dans la vidéo prochaine.